Bonjour et bienvenue dans les 4V, Véronique Bédag. Bonjour Thomas Soto. Beaucoup de Français n'arrivent plus à se loger, ni à acheter, ni à louer. Ma première question, elle est simple, Véronique Bédag. Comment vous qualifiez, vous, la crise immobilière que connaît la France aujourd'hui ? Je le dis au fond depuis au moins un an, c'est une crise d'une violence inégalée, parce que vous avez raison, elle touche au fond tous les nouveaux entrants, c'est-à-dire les jeunes, les étudiants, ceux qui décohabitent, ceux qui veulent changer de ville, les jeunes couples qui veulent avoir des enfants. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution pour eux. Et quels sont les symptômes de cette crise inégalée ? Parce qu'on n'a pas l'impression que les prix baissent vraiment, par exemple. Les prix ne baissent pas parce qu'au fond, dans ce secteur, il y a une donnée qui dure depuis longtemps. Il n'y a pas assez d'offres de logements dans ce pays. Et tant qu'il n'y a pas assez d'offres, les prix ne baisseront pas. Donc c'est au fond le driver essentiel de la crise. Et puis la deuxième crise qui arrive, c'est évidemment après la guerre en Ukraine, l'augmentation des taux d'intérêt. Les Français ont perdu à peu près 25% de pouvoir d'achat en 18 mois. Ils empruntaient à 1%. À cause des taux de crédit ? À cause de l'augmentation des taux de crédit. Ils empruntaient à peu près 1% en début d'année dernière, on ne s'en souvient plus. Ils empruntent aujourd'hui à peu près 4,2% sans les frais d'assurance. Ça veut dire que la première responsabilité aujourd'hui, c'est celle des banques ? Ce sont les banques qui grippent le système ? Ce ne sont pas les banques qui grippent le système, c'est les taux d'intérêt de la Banque centrale qui augmentent, il y a moins de financement dans l'économie et donc effectivement, il y a moins de prêts disponibles. C'est moins 44% depuis l'année dernière, c'est énorme. Mais on entend beaucoup dire quand même que les banques ne jouent pas le jeu. On a beaucoup d'exemples tous, chacun autour de nous, de personnes qui se disent tiens, il a voulu son prêt, il l'a pas eu, il avait un dossier qui autrefois aurait été solide, il passe pas. Est-ce que ça vous pose un problème, vous, aujourd'hui ? Bien sûr, puisque évidemment, nous, au total, je pense que tout le secteur, on va vendre à peu près 30% de moins de logements neufs cette année que l'année passée. 30% de moins. Et ça se traduira vraiment pour les Français dans leur vie quotidienne à la rentrée 2025-2026, qui sera encore plus tendue que la rentrée qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que la crise est inégalée aujourd'hui et que ça va aller en s'aggravant ? Ça signifie qu'elle est très forte aujourd'hui. Vous savez, le temps de l'immobilier est un temps long, c'est-à-dire que les appartements que nous ne vendrons pas aujourd'hui, on ne les livrera pas en 2025 et en 2026. Il faut combien de temps entre le moment où on vous signe un projet et le moment où il y a un habitant qui rentre dans Il faut au moins aujourd'hui 5 ans, le temps de trouver le terrain, avoir le permis et puis après vendre et construire. Oui, c'est donc long. On est sur une crise de long terme. C'est un temps long, oui, absolument. On a appris néanmoins que le prêt à taux zéro allait être prolongé jusqu'en 2027. Il devait être initialement supprimé à la fin de cette année. Est-ce que ça, c'est de nature à assouplir un peu le marché ou pas ? Le prêt à taux zéro, on le rappelle, c'est pour les primo-accédants et c'est jusqu'à un plafond de 100 000 euros. Moi, ça, je pense que c'est une vraie décision du gouvernement d'Elisabeth Borne ces dernières semaines. C'est qu'effectivement, ça va aider une partie des primo-accédants. Ça ne fonctionnera plus dans le neuf, dans les zones appelées détendues et dans l'ancien, mais ça va, je pense, rebooster un peu le marché dans les zones tendues, puisque aussi il y a eu une augmentation des plafonds. Donc effectivement, je pense que ça peut être un bon soutien pour les primo-accédants. Les primo-accédants, c'est un tiers d'achat d'appartements neufs en moins depuis l'année dernière. Sauf que ces primo-accédants qui veulent acheter une maison individuelle ne pourront pas le faire avec un PTZ. Ça, effectivement, c'est une décision du gouvernement de considérer que la maison individuelle, c'est pas conforme finalement aux règles écologiques et donc il y a une forme d'interdiction entre guillemets de ces maisons individuelles. Vous êtes d'accord avec cette décision ou pas ? Je pense qu'il faut respecter l'aspiration des Français, qu'il y a des moyens de faire les choses plus délicatement. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette décision ? Je pense que c'est une erreur, oui. C'est une erreur sur laquelle vous appelez le gouvernement à revenir ? Oui, on l'a dit plusieurs fois. Je pense qu'il faut laisser aussi les maires, il faut aussi laisser ces décisions se faire sur le terrain. On voit bien que, au fond, les maisons individuelles, elles changent, elles sont plus groupées. Mais au fond, les décourager complètement, je trouve que c'est vraiment affronter les aspirations les plus fondamentales des Français. Ça représente combien de vos constructions, vous, les maisons individuelles ? Nous, très peu. Très peu. On vend des terrains à bâtir, mais on vend très peu de maisons individuelles. Vous l'évoquiez, Elisabeth Borne a annoncé en fin de semaine dernière à Dunkerque un coup de pouce d'1,2 milliard, notamment pour financer des logements sociaux. Elle veut construire 35 000 logements étudiants. Elle veut doubler la construction de logements locatifs intermédiaires en passant de 15 000 à 30 000 par an. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est là la prise de conscience politique que vous appeliez de vos voeux depuis un moment ? Moi, je trouve que les lignes bougent. Je pense qu'Elisabeth Borne a dit en juin, je vais prendre ces problèmes à bras-le-corps. Ça va être le cœur de la feuille de route de mon gouvernement. Et il me semble que, moi, ça fait 7 ans que je suis chez Nexity. Et depuis 7 ans, quand j'entends le gouvernement parler logement, j'entends 2 choses. J'entends économie et j'entends développement durable. Et je n'entends pas les Français, les aspirations des Français. Les aspirations. C'est important, l'économie, de faire des économies et le développement durable. Oui, mais peut-être qu'on peut accepter de traiter aussi le troisième point, qui est au fond ce que les Français veulent. Et ils veulent ? Je pense qu'ils veulent accéder à la propriété, ils veulent avoir accès à de la location, ils veulent avoir accès à du logement social quand ils y ont droit. Et aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, tout ce système est bloqué.
Ça ne va pas fort non plus pour la location, vous l'évoquiez. C'est peut-être même pire. Comment vous l'expliquez, là encore? Bien, la C'est location, les il y vases a- communicants, comme les gens ne peuvent pas acheter une qui passe qui loue ou... Oui, il y a de ça. Il y a le fait que nous, on produit beaucoup moins, les promoteurs produisent beaucoup moins de logements neufs. Donc, le logement neuf, c'est ce qui permet aussi la mobilité. La loi climat et résilience, qui au fond interdit de louer dans le temps en fonction de la performance. C'est les passoires thermiques, c'est la rénovation des passoires Absolument, thermiques. c'est les passoires thermiques. Donc ça, on peut, au fond, elles sortent du marché locatif. Donc le marché locatif se réduit, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui, n'ayant plus accès à la propriété, ont envie de rentrer dans le marché Alors, on va locatif. prendre les choses dans l'ordre. Les passoires thermiques, cette loi résilience, climat-résilience, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur qu'à partir du 1er janvier 2028, on ne puisse plus louer des logements qui seraient classés F et G? Non, moi je pense qu'il faut vraiment s'attaquer aux passoires thermiques, à l'existant, mais simplement il faut le faire dans un temps qui permet de le faire en vrai, dans la réalité. Et il faut accompagner ce que le gouvernement est en train de faire. Il met de l'argent sur ces sujets de rénovation énergétique, les propriétaires, pour améliorer la performance énergétique Donc, de ces Ce que logements. j'entends entre lignes de ce que vous dites, c'est oui, il faut le faire, mais peut-être pas d'ici 2028, qu'il faut laisser plus de temps, parce que Bruno Le Maire s'interroge sur le calendrier, sur les passoires Mon thermiques. sentiment, c'est que quand la loi a été votée, on n'avait pas exactement conscience de la part des passoires thermiques dans le parc privé. Je pense que c'est ça la découverte. Donc est-ce que vous demandez qu'on décale le calendrier? Je pense qu'il faut travailler pour le rendre gérable par les Français. Est-ce que Airbnb a une responsabilité dans le blocage du marché de la location ou pas aujourd'hui? Airbnb, c'est un sujet quand même de ville touristique. Donc, alors j'entends qu'il va falloir effectivement faire moins d'Airbnb, ce que je peux comprendre, puisqu'il faut qu'il y ait des habitants qui reviennent dans les centres-villes. En même temps, ces personnes qui viennent dans les Airbnb, c'est aussi une économie touristique. Il va bien falloir qu'on trouve des hôtels pour loger ceux qu'on ne va pas loger dans les Airbnb. Et puis, je pense que plus généralement, plus lourd que le problème du Airbnb, et nous, ce qu'on appelle, c'est un vrai New Deal, au fond, de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, l'investissement immobilier privé, que ce soit par des grandes compagnies d'assurance ou par des personnes privées, sont en train de tomber complètement parce que c'est un investissement qui devient moins rentable que d'autres. Et ça, c'est un sujet qu'il faut vraiment travailler si on veut pouvoir rendre des logements dans le marché locatif. C'est impératif de le faire aujourd'hui. Il faut que les gens puissent bouger. Donc il faut qu'on revoie la fiscalité, c'est ça que vous dites? Et il faut vraiment revoir la fiscalité. D'ailleurs, Qu'elle Elisabeth soit Borne... plus incitative aujourd'hui. Vous avez l'impression que le gouvernement ne regarde pas les propriétaires et ceux qui veulent investir dans l'immobilier avec les bons yeux, avec les bonnes lunettes? Je pense que c'est un secteur qui est quand même très taxé. Vous avez... Trop? C'est quand même un secteur très particulier, puisque en matière d'immobilier, vous avez une taxation à l'impôt sur le revenu pour le propriétaire privé. Vous avez une taxation locale, la taxe foncière, ça n'existe pour aucun autre investissement. Et vous avez éventuellement une taxation chapeau qui est l'IFI. Aucun autre investissement ne supporte autant de fiscalité. Donc aujourd'hui, moi je pense que, et ça n'est pas dans les annonces d'Elisabeth Borne, elle avait dit qu'elle le ferait dans le PLF de cette année, c'est reporté à l'année prochaine. Il y a urgence à rendre attractif l'investissement en immobilier Pardon, mais locatif. concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer quoi? Supprimer la taxe foncière? Ça veut dire supprimer l'IFI? Ça veut dire quoi? Ça veut dire monter un mécanisme qui fasse que le rendement de cet investissement soit comparable aux autres investissements qui sont présents aujourd'hui sur le marché, que ce soit le livret A, que ce soit une obligation d'une entreprise ou ne serait-ce une EAT d'État. Mais ça, c'est vraiment prioritaire et je sens que ce sujet-là est reporté à l'année prochaine. Il n'est pas entendu. Est-ce que vous avez du mal à trouver de la main-d'œuvre dans la construction? Écoutez, pour l'instant, le sujet est plutôt inverse, puisque vous le voyez bien, on est en train, au fond, de produire beaucoup moins de logements. Moi, je pense qu'en rythme de croisière, on va produire 2 fois moins de logements qu'il y a 3 ans. C'est ça qui va se passer. Donc, au fond, notre problème aujourd'hui, c'est plutôt que je pense qu'il va y avoir des licenciements dans le secteur de la construction. On estime ces licenciements à peu près 300 000. 300 000 ça va être pour la France. Dans tout le secteur immobilier. Et sur les métiers en tension, vous savez que dans le BTP, il y a quand même beaucoup de métiers en tension, donc ils sont occupés par des personnes en situation irrégulière. J'espère que non. Il y en a pas Pas mal. dans les entreprises qui travaillent pour nous. En tout cas, c'est des choses qu'on... On en a beaucoup vu dans le passé, avec des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Oui, c'est fini, ça? mais vous savez que les contrôles sont extrêmement forts sur tous nos chantiers. Et quelle est votre position sur la régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension? Et moi, en tant que chef d'entreprise, le fameux article 3 en tant que chef d'entreprise, je pense que effectivement, dans ces métiers en tension, si ces personnes sont là depuis longtemps sur le territoire, je pense qu'il serait mieux qu'effectivement ils soient régularisés. Donc vous y êtes favorable? Oui. Donc vous y êtes favorable. Plusieurs patrons ont interpellé le chef de l'État dans une lettre ouverte publiée par la Tribune dimanche pour dénoncer le trop-plein de normes. Simplifier plus et plus vite, demande-t-il. Est-ce que ça vous concerne, vous, dans l'immobilier? Est-ce que le trop de normes est un frein aujourd'hui? Je pense absolument, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous freine le plus, c'est la longueur des procédures. Vous l'avez souligné tout à l'heure.
Entre le moment où on trouve un terrain finalement et le moment où on livre, on a à peu près 5 ans. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on tente de gagner du temps parce que le temps aujourd'hui coûte Ouais. à des taux d'intérêt. Combien de temps on qui sont- pourrait gagner si on était plus efficace? Moi, je pense qu'il faudrait au moins gagner 6 mois, 1 an, mais ça suppose que vraiment les procédures s'enchaînent les unes derrière les autres et qu'on aille au fond beaucoup plus vite. Véronique Bédague, vous êtes la patronne du premier groupe immobilier de France. Est-ce que vous aussi, depuis le 6 novembre à 11h25, vous travaillez gratuitement? J'espère que non. Vous savez que c'est l'écart Non. symbolique de rémunération Oui, entre, je sais, entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est une patronne comme vous, on est moins bien payé qu'un patron homme? Non, je ne pense pas. Je pense que vraiment, d'abord, nos rémunérations à nous sont, je vous le rappelle, surveillées, puisque ma rémunération est décidée en Assemblée générale. Je pense que notre entreprise a toujours été, et moi la première, très attentive à ces sujets-là. Donc la réponse est non. Bon. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui disent Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, Véronique Bédague? Quoi dites-vous cela? Je vois que vous me voyez venir. Vous aviez été approché par Emmanuel Macron pour devenir Non. Première ministre. Vous aviez refusé et vous aviez expliqué pourquoi à l'époque. Si demain ou après-demain la question se posait ou se reposait, ce serait le même refus? Je pense que, honnêtement, la question ne se pose pas du tout. Et vous l'avez compris, le secteur dans lequel je travaille, l'entreprise dans laquelle je travaille est face à une crise qui est vraiment historique. Je pense que ma place, elle est vraiment à la tête de ce bateau-là. Et vous n'avez jamais regretté? Ah? Non. Jamais? Non. Dernière question, vous avez fait votre retour avec Nexity dans la Fédération des promoteurs immobiliers après 6 ans d'absence. Je crois que vous étiez un peu fâché. Sans être trop technique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la guerre, il faut que tout le monde aille ensemble? Écoutez, il y a 6 ans, on avait un désaccord au fond avec la FPI qui se réjouissait de l'augmentation des prix des logements que nous vendions. Et nous, on trouvait que c'était dangereux, qu'on doit produire du logement abordable. Aujourd'hui, je pense que cette question ne se pose plus. Moi, je travaille beaucoup depuis déjà quelques mois avec la Fédération et donc nous avons au fond achevé ce mouvement naturel qui consiste à rentrer dans la Fédération et se battre au sein de la Fédération pour les sujets qui nous occupaient ce matin. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui cherchent un appartement à louer, à vendre, qui n'y arrivent pas, qui se désespèrent, qui ce matin se disent on repart pour une nouvelle semaine de recherche, de galère, et qui se découragent, qui vous ont entendu faire un diagnostic sur plein de choses et qui disent mais on n'y arrive pas? C'est le problème du moment. Je pense que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait remettre la situation des Français, la réalité de la situation des Français au milieu au fond de la table pour les aider vraiment à sortir. Mais Elisabeth Borne, par exemple, a décidé d'aider le logement étudiant. Ça, c'est très important. Vous avez vu à la rentrée, nos résidences étudiantes étaient pleines et une partie non négligeable, 10-12% des étudiants renonçaient à leurs études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. C'est vraiment inacceptable. On a aussi une part importante de sans-abri qui ont un travail aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'avoir un travail ne suffit pas pour avoir un logement dans la France de 2023. Absolument. Merci beaucoup à vous d'être venu, Véronique Bédague. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.